Sous Alter Radio, l'IFE, c'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. La réelle politique à la sauce Trump a encore fait des émules. Le président américain n'y est pas allé de main morte avec Volodymyr Zelensky, qu'il qualifie de dictateur sans élection, je le cite, ajoutant même qu'il ferait bien de réagir rapidement, sans quoi il n'aura plus de pays. Des déclarations fracassantes qui viennent confirmer une fois de plus une réalité qui fait peur à l'Europe. L'allié américain sous pavillon républicain ne compte pas diaboliser Moscou. Loin de là. Sergueï Lavrov a d'ailleurs été convié à Riyad pour des négociations bilatérales sans l'Ukraine, sans les Européens. Loin d'y voir une opportunité pour la paix, ces derniers redoutent un affaiblissement stratégique du vieux continent et un remodélage en profondeur de l'ordre mondial. Mais cette crainte est-elle justifiée? La nouvelle proximité entre Washington et Moscou pourrait-elle redéfinir les rapports de force internationaux? Et surtout, quels seraient les perdants et les gagnants d'un tel basculement? Pour répondre à ces questions et décrypter ces bouleversements géopolitiques, Bertrand Badi, politiste et professeur émérite à Sciences Po. Bonjour Bertrand. Bonjour Fabrice. Alors, on s'attendait à ce que Trump prenne une part active dans la résolution de ce conflit en Ukraine. Est-ce que cette sortie assez fracassante à l'encontre de Volodymyr Zelensky t'a surpris? Ça m'a pas surpris parce que d'abord je ne la ramènerai pas à l'idée d'une solution du conflit ukrainien. On va trop vite en besogne en parlant de cela, et parce que je l'inscris dans la continuité d'une pensée qu'on avait du mal à dessiner et à déterminer dans les semaines et les mois passés. Revenons sur tout cela. Ce qui s'est passé depuis quelques jours, ce n'est pas tellement l'amorce de la solution du conflit russo-ukrainien, c'est la volonté de restaurer la puissance américaine et symétriquement de la puissance russe. Make America Great Again, make Russia Great Again. Il y a une connivence, il y a une complicité entre deux leaders du monde qui ont le sentiment de déclassement. Le déclassement de la Russie date de l'effondrement de l'URSS, et ça a été même toute la sève politique de Poutine depuis qu'il est au pouvoir. Mais Make America Great Again, dans la bouche de Trump, ça veut dire aussi que les États-Unis ont perdu leur rôle majeur de gardien, de gendarme du monde, et qu'il convient de le restaurer. Et donc, en créant ce dialogue qui devient vite une connivence entre Poutine et Trump, on voit s'esquisser une sorte de nostalgie du temps de la guerre froide. Et c'est comme ça qu'il faut déjà interpréter ce discours. Il faudra ensuite se demander comment on peut éventuellement se brancher sur ce postulat dangereux, d'ailleurs, la solution du conflit ukrainien. Et puis ça ne me surprend pas pour une autre raison, c'est que faut quand même pas oublier que la panoplie idéologique de Trump, elle se dévoile au fil des jours et des semaines. Ça consiste en un retour à une puissance nue, c'est-à-dire une puissance débarrassée de valeurs. Les néoconservateurs au début de ce siècle s'embarrassaient de valeurs
qu'il maîtrisait plus ou moins bien d'ailleurs, mais au moins il parlait au nom des valeurs démocratiques, libérales, pluralistes, je ne sais quoi. Là, on ne parle plus au nom de valeurs, d'une part, et d'autre part, on ne s'embarrasse plus du droit. Monsieur Trump passe son temps à bafouer le droit international, qu'il s'agisse du Panama, du Groenland, bien entendu, et surtout Gaza. Et puis, d'une façon générale, un mépris considérable pour les peuples, notamment les peuples souffrants du Sud, qu'il prive d'aide, la fameuse abolition de l'USAID, dont on reparlera peut-être. Et donc, dans ce cynisme absolu, eh bien, on découvre que finalement, Poutine vous ressemble, ou que vous ressemblez à Poutine. Et ce qui me frappe dans l'étape actuelle, c'est cette similitude de référent, cette similitude de langage, cette similitude de méthode. Et donc, Trump, Poutine bis ou Poutine, Trump bis, c'est peut-être la question qu'il va falloir se poser. On est loin de la tragédie russo-ukrainienne. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais cette guerre en Ukraine, elle avait l'air quand même de durer de manière quasiment indéfinie. Est-ce que il n'est pas temps que un chef d'État tape du poing sur la table et dise il faut arrêter et maintenant négocier les termes de cette fin, de ce cessez-le-feu? Fabrice, si tu tapes sur la table et dire il faut arrêter, rien ne s'arrête. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne méthode pour mettre fin à un conflit. Bon. Et qu'est-ce qu'il y a à la base du conflit russo-ukrainien? Il y a une agression impériale russe, il y a une sorte de négation du peuple ukrainien, et il y a une négation du droit international. Donc ce qu'il faut trouver, c'est la formule qui permettent de restaurer le peuple ukrainien dans ses droits sans effectivement aggraver l'humiliation et la frustration dont souffre effectivement la Russie. C'est quand même curieux que rares soient ceux qui acceptent cette double idée, que d'abord le peuple ukrainien mérite d'être respecté, mais que d'autre part il faut mettre en place un système de sécurité en Europe qui rassure chacun des protagonistes et des partenaires. Depuis l'effondrement du mur, on n'a rien fait pour tenter de définir ce régime de sécurité européenne. Et d'un certain point de vue, Poutine en a profité, puisqu'il s'en est servi comme argument pour dire nous sommes dans une situation de menace et de fragilité, donc nous allons prendre le contrôle d'un pays voisin que nous considérons comme étant une menace. Il faut rompre ce langage, mais c'est pas en traitant Zelensky de dictateur ou en disant que les Ukrainiens ont commencé ce conflit, ce qui est absolument faux, que l'on pourra trouver une solution à tous ces maux. D'autre part, le chef d'État qui tape du poing sur la table, ça c'était les méthodes d'hier. Aujourd'hui, c'est pas à coup de poing qu'on fait la paix. La paix, elle se construit dans le droit, elle se construit dans le respect de l'autre, et non dans le coup de poing. Qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait par ce nouveau président des États-Unis pour favoriser ces vertus de la paix que je citais il y a un instant? Rien. Je crains même que tout ceci crée une sorte de spirale inflationniste de la violence, exactement comme au Proche-Orient d'ailleurs, et que cette spirale inflationniste ne soit contrôlable par personne. Alors là, c'est le début de la tragédie ultime. Alors justement, il y a un double standard assez frappant. Prétendre chercher la paix en Ukraine et jouer l'embrasement à Gaza. Pourquoi la politique américaine à Gaza et en Ukraine est singulièrement et radicalement différente de Biden et en passant à Trump? Oui, moi je dirais pas radicalement différente parce que Trump n'est pas un homme de paix. C'est un homme d'une part de non-guerre et c'est un homme
d'ordre et de puissance. Reprenons ces éléments. C'est un homme de non-guerre. C'est-à-dire, il considère, en businessman qu'il est, que la guerre c'est coûteux et c'est inutile. Et donc son idée, il l'a explicité d'ailleurs, to enforce peace. Son idée, c'est d'imposer la paix par la puissance, c'est-à-dire, on n'impose pas la paix par la puissance, c'est-à-dire d'imposer la non-guerre et l'ordre nouveau par la puissance. Imposer son ordre par ce que tu appelais justement le coup de poing sur la table. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée d'ordre ? Derrière l'idée d'ordre, il y a chez Trump, mais pas seulement chez lui, dans tout ce courant qui s'organise autour de lui, l'idée que un ordre illibéral, c'est l'optimum de chance pour un capitalisme mondialisé. Cette alliance entre Musk et Trump, j'ai envie de dire entre Musk et Trump d'ailleurs, c'est une alliance redoutable parce que après les déconvenues du néolibéralisme de la fin du dernier siècle et de l'école de Chicago, de plus en plus, les entrepreneurs du capitalisme mondialisé considèrent que plutôt que la liberté, c'est un ordre et un ordre de fer reposant sur la puissance, la souveraineté, l'identitarisme, voire le racisme qui permettra au capitalisme de mieux se développer. Et ça, on le voit chez Musk, on le voit également dans le capitalisme indien, chez les oligarques milliardaires russes, cette connivence entre l'illibéralisme et un ordre qui est le paroxysme, l'acmé de la puissance et qui permet effectivement de discipliner les peuples. Et c'est ça qu'il y a de commun entre sa politique ukrainienne et sa politique israélo-palestinienne ou israélienne d'ailleurs. C'est-à-dire l'idée, j'impose un ordre et de cet ordre, on pourra tirer le maximum d'avantages pour construire cette économie mondialisée, ce capitalisme mondialisé qui avait échoué avec le néolibéralisme, il ne faut pas l'oublier. Alors ce déclassement dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas finalement ce que vit l'Europe aussi, qui se fait en quelque sorte marginaliser des négociations à Riyad et dans son coin essaye d'exister dans ce monde où on sent quand même que l'Europe décline? Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, d'abord, l'Europe est aspirée par cette dynamique. C'est-à-dire que ce mouvement trumpiste que j'ai décrit, cette collusion entre l'illibéralisme politique, l'autoritarisme politique et ce capitalisme ultralibéral et mondialisé, il essaye de se constituer aussi un peu partout en Europe. C'est la raison pour laquelle M. Vance, le vice-président, va flatter l'AfD en Allemagne, qui risque de faire un très bon score aux élections législatives de cette semaine. C'est aussi la philosophie, entre guillemets, de l'extrême droite française. C'est également la pensée d'un Viktor Orban ou d'une Giorgia Meloni. Donc l'Europe est aspirée dans ce courant, et la grande idée de Trump et de ses partisans, c'est qu'effectivement l'Europe se réaligne, non plus en fonction des valeurs d'état de droit et de liberté qui étaient sa marque de fabrique pendant la guerre froide, mais en fonction de cet ordre en même temps traditionnel et autoritaire voulu par Trump. Deuxièmement, si l'Europe s'aligne, quelle sera sa part du gâteau? Et si elle s'aligne pas, qu'est-ce qu'elle risque? Voilà la grande question. Si elle s'aligne pas, c'est-à-dire s'il y a une résistance en Europe à cet illibéralisme, on va vers un conflit croissant entre les États-Unis et l'Europe. C'est absolument évident. Avec, pour l'Europe, un élément dangereux, périlleux, qui est que de toute façon, même si l'illibéralisme ne gagne pas
partout en Europe, il y a ces places fortes, donc l'Europe ira à la confrontation avec les États-Unis de matière divisée. C'est-à-dire jamais ni M. Orban, ni Mme Meloni, qui étaient invités à l'investiture de Trump, ni tous ces autres courants d'extrême droite n'appuieront ces manœuvres de résistance. Donc, effectivement, je ne dis pas qu'il y aura un déclin de l'Europe, mais il y aura des difficultés sérieuses de l'Europe pour résister à cette confrontation. Si maintenant, qu'à Dieu ne plaise, cette Europe venait à s'aligner sur Trump à travers des victoires de l'extrême droite et du national-populisme un peu partout, alors à ce moment-là, effectivement, elle jouera le rôle d'assistant ou d'enfant de cœur du président américain, ce qui n'est pas un rôle flatteur. Donc on voit que, de toute manière, l'Europe est actuellement dans un dilemme dramatique et dans une situation difficile pour jouer un rôle sur la scène internationale. C'est aussi un peu le sens de l'histoire. L'Europe qui a été habituée à être le centre du monde pendant très longtemps, aujourd'hui regarde ce centre se déplacer. Oui, enfin, depuis 1945, les jeux sont faits, elle ne l'est plus. Il faut quand même voir que pendant la guerre froide, le face-à-face qui rend si nostalgique M. Poutine et M. Trump, c'était le face-à-face Moscou-Washington. Le général de Gaulle essayait d'introduire une petite musique souverainiste et indépendante. Ça n'allait jamais très loin. C'est-à-dire que l'Europe ne s'est pas relevée du second conflit mondial. Elle s'est relevée sur le plan économique. Ça reste une puissance économique et une puissance commerciale de tout premier ordre. Sur le plan politique, elle n'a jamais su se relever. Pourquoi ? La première raison, tu l'as donnée. C'est parce que elle n'arrive pas à comprendre qu'elle n'est plus au centre du monde et que le monde, comme le dit notre émission, n'a plus de centre. Et la deuxième raison, c'est qu'elle ne s'est jamais remise de la décolonisation. Elle n'a jamais su tirer les leçons de sa défaite face à plus petit ou plus faible qu'elle. Ce qui a conduit, par exemple, la France à une politique, une diplomatie postcoloniale absurde, qui s'est terminée dans ses relations avec l'Afrique dans une déconfiture complète, qui fait que l'Europe est non seulement affaiblie en Afrique aujourd'hui, et spécialement la France d'ailleurs, mais est affaiblie dans le Sud global. Et même en France, et en Europe, de façon générale, au lieu de reconnaître ces puissances émergentes, au lieu de reconnaître ce Sud global qui prend de plus en plus d'importance sur le plan économique, commercial, démographique et même diplomatique, eh bien, on continue dans le négationnisme. Lorsqu'en France, on parle du Sud global, vous vous faites conspuer en disant « ça n'existe pas ». Vous savez, quand on en est là, quand on commence à dire que l'évidence est trompeuse, eh ben, c'est effectivement le début de la vraie décadence. Est-ce que dans cette convergence entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le mot-clé, finalement, ce n'est pas l'argent, le nerf de la guerre, parce que Donald Trump, on le sait, on le dit souvent, est un homme d'affaires, particulièrement. Les États-Unis, à travers lui, demandent déjà à l'Ukraine de dédommager en quelque sorte les États-Unis de l'aide fournie, dédommagement payable en droit d'exploitation des ressources ukrainiennes. Est-ce que ce qui rapproche Trump et Poutine, c'est pas l'intérêt économique particulièrement ? Je ne le dirais pas comme ça, parce que là, aspiré par une vieille théorie qui est le marxisme, et d'un certain point de vue, son contraire, le libéralisme, qui supposait le même déterminisme économique, est quelque peu dépassé par une réalité qu'il faut regarder en face. Et cette réalité en face, c'est cette interconnexion, cette interdépendance très forte entre l'économique et le politique. Quand je parlais tout à l'heure de l'alliance entre l'illibéralisme politique et le capitalisme mondialisé, je me gardais bien de dire qui instrumentalise l'autre. C'est un vrai couple, et un couple, contrairement à la plupart des couples, à parité.
c'est-à-dire où chacun a une logique qui devient de plus en plus dépendante de l'autre. L'économique, le politique dépend de l'économique, ça c'est le vieux théorème, mais l'économique dépend de plus en plus du politique dans ce monde complexe. Et donc, je crois que les princes du jour, et notamment ceux qui sont pris dans cette spirale autoritaire, court deux lièvres à la fois, le pouvoir et l'argent. Mais pas seulement l'argent et pas seulement le pouvoir. Vladimir Poutine, c'est le grand gagnant finalement de ce rapprochement. Et on sent bien qu'il y a une volonté d'être réhabilité d'une certaine façon. Il y a peut-être une rencontre Trump-Poutine qui s'annonce. Il va finir par être réhabilité sur la scène internationale. Alors, je n'en suis pas si sûr. Parce que ça, c'est du grand cinéma. C'est effectivement jouer la scène de la guerre froide. Effectivement, Poutine rêve de ressembler à Brejnev. D'ailleurs, il a toujours dit sa nostalgie pour l'URSS. Et Trump rêve de ressembler à Nixon, en gros. Le problème, c'est que le contexte n'est pas le même. Du temps du face-à-face entre Washington et Moscou, il n'y avait finalement que Washington et Moscou qui comptaient. Aujourd'hui, le monde est beaucoup plus complexe. Le Sud global n'a jamais été si fort. La Chine n'a jamais été aussi présente. Et les peuples et les sociétés n'ont jamais été aussi actives. Et donc, ce face-à-face que l'on aimerait bien rendre intime et exclusif, il est de plus en plus l'otage d'un contexte autrement plus compliqué qui fait que Poutine n'aura jamais la capacité de Brejnev et que Trump n'aura jamais celle de Nixon. Je dirais, l'exacte mesure de la puissance américaine, c'est Biden. Et on a vu que Biden n'a rien pu faire pendant 4 ans. Mais au moins, il pratiquait la vérité des prix. Trump joue ce que, dans un langage populaire, on appellerait les grosses gonfles, mais la réalité de sa prise sur le monde est infiniment plus faible. On l'a vu sur ses propos racistes et méprisants qu'il a tenus à l'égard des Gazaouis, du peuple de Gaza, du peuple palestinien. Et on a vu avec quelle unanimité et quel rire de mépris cette idée a été rejetée. Donc, il faut être davantage lucide. D'ailleurs, la lucidité, c'est le talon d'Achille de M. Trump. C'est-à-dire voir que au 3e millénaire, au 21e siècle, les affaires du monde ne se décident pas seulement dans un face-à-face. C'est fini, ça. Poutine a mieux et plus vite compris les données du monde actuel. Et c'est en cela qu'il risque de rouler Monsieur Trump. C'est-à-dire, il a très bien compris comment transformer ses défaites militaires, puisqu'il devait être à Kiev en 3 jours, n'est-ce pas, en février 2022, c'est ce qui se disait. Il a transformé ses défaites militaires en victoires diplomatiques en sachant mobiliser, sinon derrière lui, du moins à titre d'accompagnateur, les pays du Sud, les pays des BRICS, mais aussi l'Afrique. Rappelons-nous le fameux sommet de Saint-Pétersbourg, Russie-Afrique, qui a été un vrai succès. Or, nous sommes en Occident tellement sûrs de nous-mêmes que nous considérons que c'est pas la peine d'aller chercher des appuis ou des réconforts dans le Sud global. On est en train de le payer très cher. On n'a pas intérêt à un moment donné aussi à penser à la réconciliation. Je me permets d'évoquer ce sujet. La Russie reste quand même un pays proche historiquement de l'Europe. Est-ce qu'il faudrait réfléchir sur le long terme à un retour de cette relation, à retravailler cette relation? Mais pas sur le long terme, sur le court ou moyen terme. On a besoin d'un Helsinki 2.
Helsinki, en 1975, avait été un grand succès, puisque ça avait déterminé les conditions d'une sécurité en Europe dans un contexte bipolaire qui, à l'époque, était celui de la coexistence pacifique. Eh ben, on a besoin d'un autre Helsinki, puisque le contexte a changé depuis, pour définir un régime de sécurité en Europe, bien sûr. Le paradoxe, c'est que je me demande si M. Poutine le souhaite vraiment, parce que si on arrive enfin, ce qui est éminemment souhaitable, à intégrer la Russie dans l'Europe, ne serait-ce que parce que la Russie est européenne, à ce moment-là, M. Poutine perd son fonds de commerce, c'est-à-dire il n'a plus rien pour justifier de son autorité, qui est entièrement consacré depuis qu'il a été élu président à la, entre guillemets, restauration de la puissance russe. Donc, si cette aventure se termine, il se retrouve au chômage. De l'autre côté, les relations américano-européennes commencent de manière assez conflictuelle. Est-ce qu'on est parti pour 5 ans de bras de fer incessants? Trump, on le sait, valorise énormément la partie économique de ces relations et est prêt à adopter des droits de douane très élevés pour les pays européens. On va être dans la conflictualité tout au long de son quinquennat. Alors, ça fait 10 ans que je dis que le temps des alliances est terminé. Nombreux étaient ceux qui ne voulaient pas me croire. On était dans un monde surréaliste où une seule alliance militaire demeurait, c'était l'Alliance Atlantique et donc l'OTAN. Ce qui en faisait le contraire de ce qu'on voulait. C'est-à-dire, au lieu d'en faire un instrument de sécurité, ça devenait presque une menace, puisque cette alliance était perçue comme une sorte de Bastille dans laquelle les pays occidentaux cultivaient l'entre-soi et le mépris des autres, en quelque sorte. Et on voit que ceci, maintenant, est dit à voix haute. C'est-à-dire, on voit très bien que pour un monsieur Trump, l'Alliance Atlantique n'a plus aucune utilité, ne fait que représenter des coûts. Et on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un Sud global qui vit en immersion dans un monde de très grande fluidité, c'est-à-dire un monde où les partenariats sont beaucoup plus souples, où ils sont davantage pragmatiques et changeants. Et c'est ça qui fait le succès diplomatique des pays du Sud, et c'est ça que Poutine a joué contre l'Occident tout au long du conflit russo-ukrainien. Il est temps que nous passions d'une grammaire de l'alliance à une grammaire du partenariat, et que nous considérions que l'optimum du partenariat, c'est un partenariat qui est ouvert à tout le monde. Mais il y a quelque chose de culturel derrière tout ça, qui reste quand même ce fond de mépris à l'égard de l'autre, qui est cultivé par l'entre-soi occidental. C'est-à-dire partenariat avec le Brésil, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria. Mais quelle horreur, n'est-ce pas? Nous qui, du congrès de Westphalie au congrès de Vienne et à celui de Versailles, réglions à nous seuls les affaires du monde. Il faut casser cette vision, entrer dans la mondialisation au sens positif du terme et créer les conditions des partenariats universels. Là, peut-être, on pourra prendre le chemin de la paix. Et arrêter aussi les 2 poids 2 mesures dans certaines considérations. Zelensky considéré comme agressé par un agresseur qui est Vladimir Poutine, mais Paul Kagame au Rwanda avec la RDC qui n'est pas totalement sanctionné ni considéré en paria par l'Union européenne, qui signe des contrats de matières premières avec. C'est ahurissant. Kagame, c'est le Poutine de l'Afrique, et Netanyahou, c'est le Poutine du Proche-Orient. Il faut dire les choses clairement. C'est-à-dire, c'est la même grammaire. C'est la même façon de faire une confiance aveugle à la puissance et à sa capacité de tout résoudre, alors qu'on a vu que la puissance était de plus en plus impuissante. Mais si la puissance de Poutine est damnée par l'Occident, qui, à juste titre d'ailleurs, lui a opposé tout un ensemble de sanctions. Où sont les sanctions contre Paul Kagame? Où sont les sanctions contre Netanyahou? Netanyahou est un homme qui a tué des dizaines de milliers d'humains et des dizaines de milliers d'enfants parmi tout cela, dont on ne connaît même pas le visage.
qui n'ont même pas de sépulture, qui sont noyés sous les gravats de manière absolument immonde. Et les chancelleries ne réagissent pas en Occident, notamment. Alors comment peut-on espérer et attendre du Sud global un partenariat sincère avec le monde occidental dès lors que celui-ci lui oppose un tel mépris? Moi, personnellement, à l'âge, hélas, avancé qui est le mien, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment une mort ne pèse pas du même poids qu'une autre mort. Ça, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais et qui est à la base de cette ambiguïté qui signe la régression du monde occidental dans la conscience universelle. Merci beaucoup, Bertrand.